Je suis proche de la quarantaine maintenant, et j'ai un peu le sentiment d'avoir raté ma vie. En tout cas pour le moment. J'ai prononcé ces mots dans un message vocal laissé à une amie il y a quelques semaines, tandis qu'approchait mon 38e anniversaire. Je me suis corrigée tout de suite après, en mentionnant quelques-unes de mes réussites récentes. Alors, pourquoi avoir dit ces mots infiniment durs envers moi-même ? Ces mots qui trahissent une implacable tristesse. Pour chercher du réconfort en suscitant la compassion de mon ami ? Pour me convaincre moi-même d'une réalité désespérante que je préfère affronter ? Pour donner plus d'ampleur à mes succès, mentionner juste après ce sentiment d'échec et donc relativiser ? Ou encore, pour me préparer à vivre d'autres déceptions peut-être ? Comme si en me disant que ça ne tournera pas comme je le voudrais, je pourrais me préparer à ce que cela me fasse moins souffrir. C'est sûrement un peu tout ça. Il ne fait aucun doute que j'ai cherché à attirer l'attention de mon amie afin qu'elle me dise exactement ce que j'avais envie d'entendre, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de faire, et je lui redis ici toute ma reconnaissance. Car même si les amis ne sont pas là pour nous dire systématiquement ce qu'on aimerait qu'ils nous disent, et au contraire, parfois, on a simplement besoin d'entendre qu'on n'est pas aussi nul que l'on se sent, et que quelqu'un nous rappelle ce qu'on fait bien. Pour provoquer ça chez les autres, en drama queen talentueuse et qui pour le coup s'assume, je n'hésite pas à employer des mots forts, percutants, provoquants, effrayants, parfois même blessants, surtout envers ma propre personne. Des mots qui ne sont pas toujours les miens d'ailleurs. En utilisant l'expression « rater sa vie », je pense à cette réplique d'Inès, alias Aïe Aïdara, dans la saison 2 dans Thérapie. Cette patiente du docteur Dayan lui confie un sentiment d'avoir raté sa vie car à l'aube de ses 40 ans, elle n'a pas d'enfant tandis que sa vie sentimentale demeure instable. Mais je n'ai pas choisi ces mots uniquement pour faire sensation. Je les ai choisis tout à fait consciemment pour évoquer une peur qui n'est pas nouvelle mais me préoccupe de plus en plus, la peur d'échouer. Et plus précisément, celle de passer à côté de ma vie, de ne pas vivre ce que j'aimerais vivre. Bienvenue dans Anti-Héroïne, votre podcast qui décortique les peurs ordinaires. Petite pause avant d'entrer dans le vif du sujet. L'enquête sur la peur d'Anti-Héroïne se nourrit de vos retours et des étoiles que vous donnez aux épisodes sur votre application de podcast. Alors n'hésitez pas à en mettre le plus possible et à suivre les actualités du podcast sur le compte Instagram antihéroïne.podcast. Je vous invite aussi à me proposer des sujets ou des témoignages pour de prochains épisodes. Merci pour votre soutien. Avant de creuser les peurs associées à l'échec, il faut d'abord revenir sur cette notion que l'on oppose généralement au succès. J'ai donc commencé par me demander si l'échec serait simplement l'absence de réussite. Si je me pose la question, c'est évidemment que je me doute que ce n'est pas aussi simple que cela. J'interroge donc la pitié de notre temps, Internet, par la voix de notre moteur de recherche préféré, et m'excuse d'avance auprès des passionnés d'échecs qui en connaissent déjà l'étymologie. En fait, c'est assez compliqué. Et donc pour éviter d'entrer dans des débats sémantiques sans fin, je m'en tiendrai ici à la définition de l'Académie française. Issue malheureuse d'une entreprise. Insuccès. Revers momentané. Le mot « échec » a une origine étroitement liée au jeu du même nom au pluriel. C'est ainsi qu'échec et mat vient du persan chat, qui a sans doute donné en arabe « cher ». Précédé du pronom personnel « elle », le mot signifie « le roi ». À la fin d'une partie d'échecs, faire échec et mat veut dire gagner la partie, tandis qu'être échec et mat désigne l'état du vaincu. En effet, le roi est mort, el-chermat en arabe. Le concept d'échec a donc son origine dans un jeu de guerre qui se termine lorsque l'un des joueurs provoque la mort de l'autre. Évidemment, ce caractère morbide, progressivement gommé en français pour devenir la notion d'échec qu'on lui connaît aujourd'hui, m'interpelle. Si l'échec est l'absence de réussite, alors l'absence de réussite nous ramènerait-elle à notre condition mortelle ? C'est en tout cas peut-être ça que l'on veut dire lorsqu'on exprime une peur de rater sa vie. Ce n'est pas tant la peur de mourir que la peur d'être mort dans notre propre vie qui nous agite. Car à l'opposé, lorsqu'on pense avoir réussi quelque chose, on se sent bien vivant. Parfois si vivant qu'on en ressent l'envie de se récompenser, de célébrer, de partager. Quand on pense avoir échoué ou être en échec, on préfère au contraire garder ça pour soi.
sauf exception tout aussi humaine, qui consiste à partager pour se soulager. Trouver écoute empathique, réconfort, sens à ce qui nous arrive. Oui, je crois que l'échec nous fait peur et demeure difficile à vivre car tout en nous rappelant à notre condition humaine mortelle, il peut susciter en nous tout un tas d'angoisses existentielles. La peur du temps qui passe, la peur d'être déçu, la peur de ne pas trouver le bonheur, la peur de passer à côté de notre vie, de ne pas lui trouver de sens, la peur de ne rien laisser derrière, à part quelques souvenirs et une pierre tombale, une urne pour celles et ceux qui optent pour la crémation. Il est sans doute naturel de se confronter à ces peurs et questionnements à mesure que l'on avance en âge. Dans mon cas, ce sont peut-être les prémices de la middle age ou midlife crisis, que l'on a plus explicitement désigné en français par la crise de la quarantaine. On s'interroge sur le sens de sa vie. Et si jusqu'ici on pense qu'on n'a pas été heureux, alors cette quête devient urgente. On se met la pression car on estime qu'on n'a plus le temps de se tromper. Et cette angoisse peut nous conduire à nous focaliser sur le verre à moitié vide, sur ce que nous n'avons pas réussi à accomplir, sur nos échecs. Ce sentiment peut parfois nous pousser à opérer des changements salutaires, mais il peut aussi nous pourrir la vie, nous maintenir dans une insatisfaction permanente et peut-être même virer à l'obsession. L'échec constitue-t-il une réalité objective, mesurable, indiscutable, ou simplement une perception, un sentiment ? Échouer à un concours, par exemple, est une réalité factuelle. Mais s'agit-il uniquement et simplement d'un échec ? Le concept d'échec n'est-il pas réducteur ? Oui, on échoue à un concours. Et alors ? On essaiera de faire mieux la prochaine fois, et peut-être alors qu'on réussira. Ou bien on réalisera que ce n'est pas fait pour nous, et on décidera de changer de voie. Ou encore, cette déconvenue nous amènera finalement à d'autres formes d'épanouissement qu'on n'aurait peut-être pas envisagées dans d'autres circonstances. C'est ce que le philosophe Charles Pépin appelle les vertus de l'échec. L'échec ne serait en fait pas un échec, mais un pas de plus vers la réussite. Comment ? En nous permettant d'apprendre, et donc de nous corriger pour bâtir nos futures réussites. En nous poussant à persévérer pour nous améliorer. En nous enseignant à être humbles et à nous remettre en question, ou encore en nous aidant à prendre conscience de notre véritable désir, avec, dans ce cas, un échec qui équivaut à un acte manqué. Selon cette vision plutôt optimiste, l'échec est un mal pour un bien. À force d'échouer, et à condition de savoir en saisir les vertus, on rebondit, on s'améliore, et on progresse vers la réussite. Reste à savoir de quelle réussite parle-t-on. Toujours selon le dictionnaire de l'Académie française, la réussite désigne une issue heureuse, le résultat favorable que connaît une entreprise ou une action, ou encore la qualité de ce qui a été bien conçu, exécuté de façon satisfaisante. Tout comme les échecs, la réussite est aussi un jeu dont les cartes étaient à l'origine utilisées pour prédire l'avenir. On retrouve ici la notion du temps qui passe et du jeu de la vie. La satisfaction est étroitement liée à notre perception de la réussite. Mais on sait aussi que cette perception personnelle de la satisfaction, et donc de la réussite, peut être plus ou moins influencée par les diktats de la société dans laquelle on vit. Ça pourrait expliquer qu'une personne ayant coché toutes les cases de la réussite ne se sente pas heureuse. À l'inverse, d'autres se diront tout à fait heureux, sans conjoint, sans enfant, sans job épanouissant, entre autres ingrédients courants de la réussite sociale. Tout dépend finalement de comment on réagit et du sens que l'on donne soi-même à un échec, à une action. Et ce sens peut évoluer. Un échec peut être très mal vécu sur le moment, mais faire le lit d'un bonheur à venir que nous appellerons ensuite réussite. On a beau le savoir, et malgré tout avoir peur d'échouer. De la même façon que nous avons généralement peur de tout ce qui est désagréable, de tout ce qui est douloureux. Car c'est rarement facile de traverser un sentiment d'échec. Encore une fois, on se sent nul, impuissant, incompétent, parfois honteux,
Et ce traumatisme, on redoute de le répéter. Ça peut d'ailleurs nous maintenir dans un certain immobilisme. Mais à quoi peut bien servir de se mettre la pression, de se fixer des objectifs ambitieux, de courir vers toujours plus et mieux? J'interroge ici cette vision quelque peu consumériste qui nous pousse sans cesse à rechercher le bonheur dans l'accumulation. Cet individualisme exacerbé qui nous commande la satisfaction de nos moindres désirs et nous met donc en situation d'échec lorsque nous n'y parvenons pas. Peut-être bien qu'il n'y a pas d'échec, pas de mauvais choix, pas d'issue malheureuse, mais plutôt des expériences et des enseignements. Je sais que ça sonne complètement philosophie de comptoir, et aussi que je me dis ça un peu pour contourner la peur des regrets, pour transformer l'amertume des remords en leçons aigres-douces, et finalement pour avancer. Je sais pas trop si vous avez pu me suivre. Comme souvent, c'est un peu confus, et je n'ai ni solution ni préconisation. J'espère juste que ces quelques réflexions résonneront avec certaines des vôtres, surtout si comme moi vous êtes sujet à la peur de l'échec. Un proverbe dit qu'au jeu d'échecs, les fous sont les plus près du roi. Je vous souhaite donc d'être complètement fou allié. La folie permet d'oser, donne du courage et aide finalement à braver ses peurs. J'ai tant échoué dans ma vie. Et pourtant ma folie me permet de persévérer. J'ai cru capituler tant de fois. Et tant de fois je me suis relevée. Atteinte de claustrophobie aiguë, j'ai déserté le métro pendant 4 ans. J'attendais que quelqu'un me prenne par la main et m'y emmène, autant de fois que nécessaire pour ne plus avoir peur. Et puis un jour, enfin, j'ai compris. Il fallait oser. Il fallait être folle. Il fallait oser avoir peur. Alors j'y suis allée seule, lentement, progressivement, de manière répétée, avec pour seul allié sérieux du Lexomil dans mon sac en cas de crise de panique. En fait, non. Ma meilleure alliée, c'est moi-même. C'est cette partie de moi qui croit en ma capacité à transformer les échecs passés en réussites futures. Cette sale gosse qui refuse d'obéir à la petite voix négative et qui est convaincue que plus on est fou, plus on rit. Merci pour votre écoute et à bientôt dans Anti-Héroïne.